Alors, nous avons invité François Bourdillon parce qu'il a été préfigurateur de Santé publique France. Donc, je vais être obligé, il y a des personnes parmi vous qui connaissent très bien Santé publique France, d'autres qui connaissent moins bien cette agence. Donc, nous allons être obligés de vous en parler avec un petit peu de détails. Donc, avant d'arriver en 2014, au moment où François Bourdillon a pris la direction de l'Institut national de veille sanitaire, donc qui préparait ensuite Santé publique France, ben, vous, François Bourdillon, donc vous avez fait partie du cabinet du ministre de la Santé de l'époque, un nom que tout le monde connaît, Bernard Kouchner. Voilà. Une ère de cohabitation, donc le premier ministre de l'époque qui était Lionel Jospin et donc le président de la République, Jacques Chirac. Voilà des vieux souvenirs. Et donc Bernard Kouchner est à l'origine, comme vous le savez, donc, de la loi de mars 2002 relative aux droits des patients et à la qualité du système de santé. Et à cette époque, de nombreux plans et programmes de santé ont vu le jour. Et à cette époque aussi pardon, le cabinet de Bernard Kouchner comprenait non seulement François Bourdillon, mais aussi d'autres personnes qui ont pris une place importante, on va dire, dans le système de santé. Didier Tabuteau, aujourd'hui, son directeur de cabinet, qui préside la section sociale du Conseil d'État, ou Martin Hirsch, qui est directeur général des hôpitaux de Paris, et bien d'autres. Alors, l'histoire se rapproche. Donc, en 2014, vous avez pris la direction de l'Institut de veille sanitaire, puis de l'Institut national donc, de prévention et de promotion de la santé, donc deux grandes agences qui étaient en charge des politiques de santé. Et puis, vous avez été nommé préfigurateur par Marisol Touraine, le ministre de la Santé, de la future Agence nationale de santé. Donc, vous avez pris la direction donc, en 2016. Alors, qu'est-ce que Santé publique France? Eh bien, je vais peut-être tout simplement demander à François Bourdillon lui-même de nous dire rapidement quelle est cette agence et quelles sont ses grandes missions. Merci à François Truffreau de m'avoir invité pour ce webinaire. Je crois que nous avons tous besoin de réflexion, de pouvoir discuter en cette période de confinement, en tout cas de partager ensemble sur les questions et les questions de santé sont d'actualité. Alors, effectivement, en 2014, alors que j'étais chef de pôle à l'hôpital, responsable du service de santé publique, on est venu me chercher pour créer l'Agence nationale de santé publique, parce que la France avait une spécificité par rapport aux autres pays industrialisés, c'est qu'elle avait créé une agence de santé publique pour chacune des fonctions de santé publique. C'est-à-dire qu'on avait une agence d'épidémiologie, on avait une agence de prévention, on avait même une agence chargée du soutien au système de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle. Et donc l'idée, c'était, à travers une fusion de ces organismes, bien sûr, de mutualiser les moyens, mais surtout de rentrer un peu dans le rang de l'ensemble de ces 90 pays qui ont des agences nationales de santé publique et qui structurent le paysage de la santé publique dans leur pays et pour en créer de la cohérence. C'est-à-dire qu'on avait souvent de l'épidémiologie qui concluait sur voilà le constat, maintenant il faudrait faire de la prévention, et la prévention qui n'avait pas complètement intégré la connaissance et qui roulait souvent de manière un peu institutionnelle auprès du ministère de la Santé. Et donc l'enjeu, c'était de créer un continuum entre la connaissance créée par l'Institut de veille sanitaire et le savoir-faire de prévention qui existait à l'INPES, et de faire en sorte que cette alchimie puisse donner quelque chose de très opérationnel pour améliorer la santé de nos concitoyens. Et puis il y avait l'EPRUS, qui est la troisième agence qui a été fusionnée, qui était une agence organisée autour de logisticiens, mais dont l'idée était de se dire, en cas de crise, elle doit être capable d'intervenir pour soutenir le système de soins lorsqu'il peut être mis en danger. Et ceux qui l'avaient créé en 2009 avaient une vision très, très anticipatrice.
Et donc, on a travaillé 2 ans pour faire cette agence dans une logique de co-construction. Là, on a fait un travail, je ne vais pas raconter ici, mais dites-vous bien que dans nos principes de fondation, on souhaitait affirmer l'excellence scientifique et l'indépendance scientifique, ça c'est très important. On souhaitait être transparent sur les données, et vous voyez bien que sur l'épidémie de Covid aujourd'hui, l'agence produit des données de manière très transparente. On voulait pouvoir disposer de données nationales, mais aussi régionales, parce que ça c'est fondamental, et continuer à travailler en réseau, c'est-à-dire que la santé publique ne peut se faire qu'avec l'ensemble des acteurs qui sont concernés, et la force d'une agence comme Santé publique France, c'est de pouvoir compter sur l'ensemble des acteurs pour pouvoir être une aide à la décision du ministère de la Santé. Donc, Santé publique France, c'est une agence d'expertise, c'est une agence d'expertise scientifique qui a la capacité une capacité, je vais revenir dessus après, de veille, d'alerte et de surveillance, et d'agir dans la réponse en santé publique sur 2 volets. Donc, la prévention-promotion de la santé d'autre part, et le soutien aux établissements de santé ou au système de santé pour les situations sanitaires exceptionnelles. Voilà, donc c'est une agence toute nouvelle, toute jeune, qui doit faire face sur l'ensemble des enjeux de santé publique, que ce soit le risque infectieux émergent comme le cas du Covid, mais aussi sur les questions de santé environnement et de santé au travail, mais aussi tenir compte du fardeau des maladies chroniques, et qui doit promouvoir la prévention et la promotion de la santé, dont vous savez tous que c'est le maillon faible de notre système de santé, et c'est un grand challenge. Voilà pour présenter très brièvement Santé publique France. Présentation. Avant de rentrer là vraiment dans le vif du sujet concernant cette troisième vague dont nous ne voulons pas, juste un petit point sur un volet qui est quand même important dans cette crise, c'est la dimension médico-légale. Je rappelle des faits que vous connaissez tous sans doute dans le cadre donc d'une information judiciaire ouverte par la Cour de justice de la République sur la gestion de la crise du coronavirus. Des perquisitions ont été menées donc le 15 octobre au domicile et au bureau de 2 ministres, l'ancienne ministre Madame Buzyn, Olivier Véran, et également l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, pour leur gestion de la pandémie. Et donc vous, François Bordillon, donc en tant qu'ancien directeur général de Santé publique France, vous avez vous-même été auditionné par l'Assemblée, déjà auditionné par l'Assemblée nationale. Il y a eu 2 commissions parlementaires de l'Assemblée nationale, et il y en a une également du Sénat, et il y en a même une 4e qui est celle de ce qu'on appelait la commission Pittet. Je voudrais quand même vous poser la question par rapport à cet acharnement juridique ou pénal. Comment vous vivez ces enquêtes successives donc, autour de la gestion de la crise sanitaire? Oui, c'est une question. Alors, dans votre question, il y a plusieurs éléments, hein. D'abord, ce n'est pas tout à fait du même ordre. Une commission d'enquête du Parlement, qu'elle soit de l'Assemblée nationale ou du Sénat, versus la Cour de justice de la République ou le parquet de Paris qui investigue sur le volet pénal de l'affaire. Alors, d'abord, pour dire, s'agissant du Parlement, c'est normal que le Parlement puisse s'emparer de questions aussi importantes que celles de l'épidémie, et d'essayer de comprendre pour identifier un certain nombre de difficultés, d'obstacles qui ont été rencontrés, de manière à pouvoir proposer et améliorer le système dans son ensemble. Et d'une certaine manière, c'est même, je dirais, un atout démocratique d'avoir ce type de choses. On est auditionné sous serment, et ça permet d'éclairer les politiques publiques et comment finalement l'État, les agences et les différents acteurs ont réagi dans ce domaine. La procédure judiciaire, c'est d'un autre ordre. Elle fait suite à des plaintes en pénal. Et c'est sûr que lorsque vous êtes directeur d'agence, c'est pas simple, parce que d'abord c'est un travail de très haute responsabilité, et vous savez qu'aujourd'hui
la responsabilité civile peut être engagée, mais aussi la responsabilité pénale, ce qui peut d'ailleurs vous freiner dans la prise de décision lorsqu'il faut décider rapidement. Et moi, je vais vous dire, je suis assez inquiet de voir la dérive un peu judiciaire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de justice, mais aujourd'hui, lorsqu'on veut recruter un directeur général de la santé, les candidats ne se bousculent pas au portillon, même pour les directeurs d'agence, tant les gens sont inquiets que potentiellement, à l'issue d'une crise, ils puissent être mis en examen, voire condamnés. Et donc, on est arrivé à un moment où finalement les gens hésitent beaucoup à candidater sur ce genre de poste. Or, on a besoin d'avoir de gens de très haut niveau pour pouvoir réagir face aux crises. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et donc, il faut que et quand on regarde dans les autres pays du monde, la France est dans une situation très particulière parce que je crois que c'est un des rares pays qui va aussi loin dans la recherche de ce que moi j'appelle souvent le bouc émissaire, de celui qui a pris la responsabilité, alors que dans toute crise, et comme sur l'hôpital lorsqu'il y a des accidents médicaux, il faut probablement aller vers des analyses systémiques pour essayer de comprendre les enchaînements et les difficultés qu'ont rencontré l'ensemble des acteurs. C'est souvent pas un individu qui est responsable. Bien, merci de ces précisions. Donc, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet maintenant. Dans cette crise, quel est le rôle aujourd'hui donc, de Santé publique France par rapport à la crise du Covid? Alors, le rôle, il est multiple. La première, elle a été dès début janvier de lancer l'alerte et de faire les premières investigations de cas. Vous avez le souvenir du chalet au Contamine Montjoie, de l'épidémie en Bretagne, plus près de chez vous, voire de celle qui a eu lieu à Mulhouse. Et on voit bien qu'au début, dans les investigations, il y a eu pour les Contamines Montjoie, la Bretagne, une certaine forme de maîtrise de l'épidémie, ce qui n'a pas été le cas à Mulhouse, puisque là, c'était un rassemblement de plusieurs milliers de personnes qui, après, sont rentrées chez elles et qui ont disséminé la maladie. La deuxième chose importante, donc veille et alerte avec des investigations au début, la deuxième chose importante de ce que fait une agence, c'est de faire de la surveillance. Et donc aujourd'hui, toutes les données, quasiment toutes, hein, à 90%, sont issues des systèmes d'information de Santé publique France. C'est ainsi qu'elle vous donne l'activité en matière de tests de dépistage, le taux de positivité, qu'elle vous donne le nombre de consultations pour Covid chez les médecins généralistes, le nombre de consultations aux urgences, le nombre de personnes qui sont hospitalisées pour Covid à l'hôpital, celles qui sont en réanimation, et elle vous donne même, avec les chiffres de l'INSERM et de l'INSEE, les données de mortalité. Et c'est très important parce que ainsi, le décideur a un ensemble d'indicateurs qui sont construits pour la décision. Et ainsi, pour l'histoire du confinement, on peut voir remonter l'épidémie comme on peut la voir, comme ça se passe aujourd'hui, redescendre, et ça permet la décision et la gestion en termes de santé. Donc, comprenez bien que la gestion est du ressort du ministère de la Santé et du gouvernement, et que la surveillance est la façon pour le gouvernement de disposer d'indicateurs pour prendre des décisions. Et puis, elle agit en matière de prévention, c'est elle qui passe les marchés publics pour faire les campagnes, et qui conseille le gouvernement, même si aujourd'hui il y a une certaine prééminence du service d'information du gouvernement sur cette crise, tellement elle est importante. Et puis, elle dispose de ce qu'on appelle la réserve sanitaire. Alors, la réserve sanitaire, c'est des médecins réservistes au même titre que la réserve militaire ou la sécurité civile, qui permet à des gens qui se sont portés volontaires de faire des missions de renfort dans les services hospitaliers ou dans les services de l'administration lorsqu'ils sont débordés. Et leur mobilisation, elle a été très importante. Hein. Pour vous donner un chiffre, il y a eu, depuis le début de l'année, 1500 personnes qui ont été mobilisées au titre de la réserve sanitaire, avec à peu près 40 000 journées hommes. Donc, c'est considérable. Et notamment, lorsque l'épidémie était très francilienne et dans le Grand Est, eh ben, on a vu des réanimateurs, des infirmiers, des épidémiologistes venir dans ces régions-là renforcer le système. Et puis, elle gère l'établissement pharmaceutique qui dispose de tous les matériels nécessaires pour essayer de suppléer les potentiels manques dans les hôpitaux. Alors, on va rentrer maintenant, donc, Gabriel, je veux bien la deuxième diapositive.
dans l'état actuel, ce graphique donc, va permettre de suivre l'évolution de l'épidémie. Voilà, donc à quoi ressemble cette courbe? Nous avons choisi un indicateur très simple, un seul indicateur, donc pour faciliter la compréhension. Donc, c'est le nombre d'admissions dans les hôpitaux français, donc les cliniques et les hôpitaux, pour Covid-19. Donc, c'est en décalage par rapport à l'épidémie, puisque les personnes rentrent à l'hôpital en général 7-10 jours après avoir été contaminées. Donc, on a ce qu'on appelle une courbe bimodale. Donc, il y a bien deux pointes qui correspondent. Ces deux pointes qui correspondent donc aux deux pics de l'épidémie. Donc, c'est le 1er avril qu'on a eu le maximum, un point maximum, donc avec 4300 nouvelles hospitalisations, donc au 1er avril. C'était un drôle de 1er avril. Et puis, la deuxième pointe, c'est dernièrement, donc le 9 novembre dernier, on était à 2900 hospitalisations. Vous voyez, donc on est allé moins haut que pour la première vague. Et donc, qu'est-ce qui s'est... Donc, conclusion, le confinement, ça marche. Enfin, on va en reparler tout de suite avec François Bourdillon. Le problème, c'est ce qui s'est passé entre les deux, quoi. C'est évidemment cette courbe. Pendant l'été, donc la courbe s'est complètement écrasée. Il y avait pratiquement, on voit bien qu'on était certainement moins de 100. Au début juillet, il y avait moins de peut-être 50 hospitalisations par jour pour Covid. Et puis, dès la mi-août, Santé publique France a commencé à tirer la sonnette d'alarme et l'épidémie s'est développée, tout simplement parce que nos concitoyens ont petit à petit abandonné. Ce n'est pas une donnée empirique, c'est des éléments collectés par Santé publique France dans le cadre d'une enquête qui s'appelle Coviprev, où on voit les Français décrocher, et puis évidemment, ils en avaient marre, ils en avaient ras-le-bol de toutes ces consignes, et donc ils ont, en vacances, oublié de respecter les consignes, et donc le virus s'est largement diffusé dans l'ensemble de la population. Donc, je m'adresse une fois de plus à François et je vous demande, mais comment fait-on du coup pour éviter la troisième vague? Parce qu'il n'y a aucune raison que le virus, tout d'un coup, s'arrête de se diffuser dans la population. Alors, la première chose, vous l'avez dit, Monsieur Tuffreau, c'est le confinement, ça marche. Et donc, on voit bien que sur l'épidémie de mars, qui était une première vague dure, on voit bien que la courbe s'est effondrée et lorsque l'on fait un confinement avec une distanciation extrêmement importante, que les gens ne sortent plus, qu'ils ne partagent, qu'ils utilisent les mesures barrières, c'est efficace. Alors, ce que vous avez montré, c'est les courbes d'hospitalisation. Alors, comprenez bien qu'en gros, il y a 4 indicateurs qui sont importants. C'est le nombre de cas dépistés, qui sont, du moins qui sont positifs avec des tests, le nombre d'hospitalisations, le nombre de personnes en réanimation et le nombre de décès. Et tout ceci a un décalage de 3 semaines à un mois entre le premier indicateur et le dernier. Et donc, quand vous prenez une mesure, par exemple sur l'hospitalisation, il faut presque attendre 3 semaines avant d'en voir un effet. Alors, clairement, le premier confinement, il a été dur. Donc, les gens ne pouvaient plus bouger, les gens sont restés chez eux, les gens avaient peur, étaient terrifiés, et donc ça a été efficace. Et puis, l'été est arrivé, les beaux jours, il a fait particulièrement beau, les gens avaient envie d'aller en vacances et sont partis sur leur lieu de villégiature. Et la pression a été moins forte et les beaux jours, les longues soirées de partage au restaurant, dans les bars, a fait que le virus, comme il est transmis de manière à la fois de manière duelle, par des gens asymptomatiques et par des gens symptomatiques, et c'est répandu dans l'ensemble de la France. Et on voit bien aujourd'hui, lorsqu'on regarde la cartographie de l'épidémie française de Covid, c'est que toutes les régions sont touchées, alors à des degrés divers, la Bretagne un peu moins que les autres, mais la région Auvergne-Rhône-Alpes est extrêmement, extrêmement touchée. Et donc ceci est arrivé sur une période de 3 mois. Et donc toute la question, elle est de se dire aujourd'hui, est-ce que dans 3 mois, après le confinement actuel,
on ne va pas avoir une troisième vague. Ça, c'est une vraie question qui est posée. Et d'abord, on se pose une autre question avant celle-ci, c'est est-ce que les mesures de la deuxième vague auront le même impact que celles de la première vague? Parce que on n'a pas agi de la même manière. Le premier confinement ne représente pas les mesures du second confinement, parce qu'on a d'abord eu un couvre-feu dans quelques métropoles, puis ce que moi j'appelle un confinement économique compatible dans ce domaine-là, de manière à préserver une certaine part de l'économie pour que notre économie ne s'effondre pas et pour qu'un certain nombre de personnes puissent continuer à vivre dans notre pays, en tout cas à travailler dans notre pays. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que depuis les mesures de couvre-feu jusqu'à aujourd'hui, la courbe elle va dans le bon sens et sur l'ensemble des indicateurs. Donc ça, c'est extrêmement positif et on attend qu'elle descende aussi bas que la précédente. Et donc on va attendre de voir qu'est-ce que va nous annoncer le président de la République tout à l'heure à 20h pour voir les nouvelles mesures. Alors après, il y a un certain nombre de personnes qui disent on a eu des mesures de confinement très dures et puis finalement l'été est arrivé et puis chacun a repris sa vie comme la vie d'avant. Et donc là, il faut probablement déconfiner moins librement que ça a été fait la première fois. Et beaucoup de personnes dans le milieu de la santé publique plaident pour le développement de la responsabilisation individuelle et collective avec des règles qui sont comprises par tout le monde et avec des règles pour lesquelles on attend un peu plus de pédagogie et un peu plus de sens ou de rationalité dans le domaine. Parce que aujourd'hui, beaucoup de gens interrogent mais pourquoi qu'un kilomètre et pourquoi qu'une heure et pourquoi les jardins publics étaient fermés et que maintenant ils sont ouverts, pourquoi on se fait admonester lorsqu'on est seul sur un sentier de montagne. Enfin, il y a des questions qui sont posées. Beaucoup de gens disent qu'il faudrait développer du sens collectif pour que chacun puisse adopter les mesures individuelles. Et moi, je suis très intéressé par un double concept en santé publique, c'est le concept de réduction des risques et c'est le concept qui est porté par les Anglais sur la criticité des situations. Et donc, je vous propose, pour vous expliquer ça, en espérant qu'on pourra demain faire de la pédagogie, vous passer ces deux diapositives. Alors, la première, sur la réduction des risques, c'est le fameux emmental que vous avez vu tout à l'heure. Pour lutter contre l'épidémie, qui est une maladie infectieuse émergente, donc c'est une maladie que l'on découvre, qu'on ne connaissait pas, on n'a pas beaucoup de moyens de lutte et de moyens de prévention. Alors, ce que l'on est sûr, c'est qu'il y a toute une série de petits moyens. Et donc, vous en connaissez, vous les connaissez aujourd'hui, puisque le gouvernement communique dessus. C'est le masque, c'est le lavage de mains, c'est tousser dans son coude, c'est éviter de se faire la bise ou de se toucher, etc., etc. Et chacune de ces mesures est relativement efficace. On ne peut pas dire que c'est une efficacité à 100%. Et ceux qui pensent réduction des risques, ils disent ceci, c'est comme le gruyère ou l'emmental, une mesure plus une autre plus une troisième fait que brutalement, avec ces tranches d'emmental, ben, vous mettez des barrières et que plus vous utilisez des mesures, est-ce qu'on peut couper les micros parce que j'entends, plus les mesures sont associées les unes aux autres, plus on fait de la réduction des risques, et ça, c'est extrêmement important. Et on voit bien deux choses dans ce dessin. Donc, il y a plus on fait de barrières, plus on a de chance d'atteindre le 100% de réduction de risque. Et puis, il faut bien distinguer ce qui relève de la responsabilité individuelle, et donc c'est toutes les mesures barrières sur lesquelles on communique aujourd'hui, et ce qui est de l'ordre de la responsabilité collective. Là, c'est les campagnes de diagnostic pour les symptomatiques ou de dépistage pour les asymptomatiques, et puis toutes les recommandations environnementales qui peuvent être données. Par exemple, aérer les espaces clos, c'est extrêmement important, vacciner, etc. Et donc, c'est un cumul de stratégies. Et donc, de pouvoir communiquer envers la population française
dans un style d'éducation sur cette notion de réduction du risque, elle est extrêmement importante parce que ça peut faire comprendre à chacun qu'il ne faut pas simplement utiliser le masque, il faut utiliser l'ensemble de la palette qui est offerte dans ce domaine. Et l'autre graphe, si on peut passer la diapositive suivante, l'autre graphe, c'est la grille de criticité qui est donnée par les Anglais, par monsieur qui s'appelle Jones, qui est paru dans le British Medical Journal. Voilà, donc monsieur Jones, il dit la chose suivante, et il pousse le gouvernement à faire de l'éducation pour que les gens s'interrogent. Donc en gros, vous arrivez dans une situation où il y a du monde. Première chose, est-ce qu'il y a une forte densité ou est-ce qu'il y a une faible densité? Donc ça, c'est une première quelque chose. Et une fois que vous avez fait ce premier constat, vous vous dites, est-ce que je suis en extérieur? Est-ce que je suis en intérieur et bien ventilé? Ou est-ce que je suis dans un milieu clos, mal ventilé, avec du monde? Donc vous voyez que les couleurs ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que plus vous êtes en extérieur, moins vous avez de risque. Et plus vous êtes en milieu clos, non ventilé, plus vous avez du risque. Et après, vous regardez, dans ma population dans laquelle je suis, est-ce que les gens ont des masques? Est-ce qu'ils parlent fort? Par exemple, dans un bar où à partir d'une certaine heure, ils peuvent être alcoolisés. Ou est-ce que je suis même dans un endroit où les gens chantent avec beaucoup de postillons? Et ceci avec des contacts courts ou des contacts prolongés. Et donc, on voit bien que la durée d'exposition, elle joue. Et en particulier, on peut s'interroger dans des restaurants très fermés en période d'hiver, pendant une période longue, sur le risque de se contaminer. Et donc, l'idée de M. Jones, c'est de se dire, amenons tout à chacun à se dire, est-ce que là, je suis dans une situation à risque? Et avant qu'on se soit confiné, j'étais avec un ami de santé publique, on voulait aller manger ensemble au restaurant. Un jour, on avait une salle bondée, on a changé de restaurant, bien qu'on aime beaucoup ce restaurant et qu'il faisait de la cuisine très agréable. Et donc, c'est une analyse du risque. Et je pense que ce serait une vraie rupture dans la communication de se dire, faisons confiance aux Français, amenons-les à réfléchir et à essayer d'éviter au maximum toutes les situations qui sont en jaune et en rouge, et surtout ne les embêtons pas pour toutes les situations dans lesquelles ils sont en vert. En gros, vous êtes au bord de la mer, très aéré, sur un chemin en train de vous balader. Franchement, vous n'avez aucun risque et je pense que vous pouvez même éviter de porter le masque, ce qui n'est pas du tout le cas dans un milieu clos où vous devez utiliser l'ensemble des mesures barrières dans une réduction du risque. Voilà, et donc ça, c'est quelque chose d'important, et ça vous amène, avec la densité, c'est ce qu'en font les Anglais. Les Anglais, ils donnent une jauge. Ils donnent une jauge par milieu clos, et donc une jauge par mètre carré. Ça va peut-être être annoncé par le président de la République, je ne sais pas. En tout cas, pour sortir de ce débat sur petits commerces et grandes surfaces. Voilà, vous allez dans les grandes surfaces, franchement, il y a beaucoup de monde parfois, et vous allez dans les petits commerces, il y en a qui ont fait un maximum d'efforts, qui ne prenaient pas plus d'une personne ou deux dans leur magasin et qui ne prenaient pas de risque. Et donc, de dire aux gens, organisez-vous en fonction du mètre carré. Et si vous êtes une grande surface, vous ne pouvez pas avoir plus de personnes par mètre carré. Et si vous êtes une toute petite surface, faites attention, pas plus d'une, voire deux personnes dans votre magasin dans ce domaine-là. Et ça change tout. Et du coup, vous n'avez pas l'impression d'être discriminant par rapport à une profession, par rapport à une autre, parce que la règle devient une règle collective ou une règle où tout le monde va pouvoir s'interroger. J'espère que je suis clair sur ces éléments-là. François Bourdillon. Donc, j'avais une autre question à poser, mais je vais m'abstenir parce que je crois que Michel doit être impatient de poser des questions. Je te laisse la parole, Michel. Si tu le veux, oui. Bonsoir, Monsieur Bourdillon. J'ai animé avec un grand plaisir au Conseil de développement de Nantes Métropole un groupe santé. J'ai deux questions simples à vous poser, qui sont les questions de Monsieur et Madame tout le monde. Il y a beaucoup de questions autour de nous, dans des médias, de la démocratie. Est-elle malmenée? Sommes-nous dans une situation que certains disent liberticide? En fait, est-ce que la liberté en France actuellement est en danger? C'est une question difficile parce que c'est la liberté qui est inscrite dans la Constitution versus le risque pour la population. Et donc, c'est une analyse bénéfice-risque.
Alors, d'abord, il y a les tenants des libertés individuelles. Eux, il faut entendre ce qu'ils disent. Ils disent, est-ce que les mesures qui sont prises sont proportionnelles à l'importance de l'épidémie? Avec une question qui a été beaucoup posée dans la première vague, c'est est-ce qu'il faut imposer à tout le monde les mêmes règles, au principe d'équité de notre pays, liberté, égalité, fraternité. Et donc, en l'occurrence, ce que j'applique à l'Île-de-France ou au Grand Est, je l'applique aussi en région Occitanie, à la Lozère, où à l'époque, il n'y avait pas de cas. C'est un débat qui peut avoir lieu dans ce domaine-là. La deuxième chose qu'ils disent, c'est qu'il y a une loi d'exception, mais cette loi d'exception, manifestement, elle évolue en fonction des situations qui, à chaque fois, sont exceptionnelles. Et donc, on voit bien que le gouvernement, il court après l'épidémie et qu'en fonction de soit elle flambe pas, il relâche ou il renforce un certain nombre de ces données. Et les gens et les commerçants et ceux qui travaillent, ils voudraient avoir une vision un peu plus large pour pouvoir se retourner. Et puis, il y a des gens qui disent on est dans une société, on ne vit pas dans un risque zéro. Et quand est-ce qu'il faut avoir des mesures aussi dures? Voilà. Donc ça, c'est la position des garants des libertés individuelles. Et puis, il y a même une quatrième question qui est celle, faut-il enfermer, comme ont fait les Chinois, les gens qui sont positifs jusqu'à ce qu'ils soient négatifs avec des mesures extrêmement contraignantes. Voilà le débat, comment il est posé. Et aujourd'hui, il y a cette épidémie. Alors d'abord, l'épidémie, elle est réelle. Monsieur Tuffreau, il l'a dit au début, il y a beaucoup de morts, 40 000 morts, c'est pas rien dans notre pays. Et donc, quand même, le gouvernement, il est là pour aussi protéger la population et de faire en sorte qu'on arrive à maîtriser l'épidémie. Et aujourd'hui, on se dit qu'on va la maîtriser probablement avec des mesures de confinement, probablement avec des mesures restrictives, et qu'il faut au maximum aller jusqu'au vaccin pour essayer d'éviter une troisième vague dans ce domaine. Et donc, la question aujourd'hui, elle est posée après la deuxième vague sur qu'est-ce qui est acceptable en termes de liberté individuelle et qu'est-ce qui est acceptable pour que le pays ne s'effondre pas, pour maintenir son économie. Et donc, on voit bien que dans cette deuxième vague, on a testé ce confinement éco-compatible, économie compatible dans ce domaine-là, et que probablement, puisqu'on apprend en marchant, on va essayer de trouver ce bon équilibre. Alors, après, les autres pays du monde nous regardent en disant, par exemple, la France est le seul pays dans lequel on a des attestations de sortie. Alors peut-être que c'est culturellement, on en a besoin, mais peut-être qu'aussi on peut aller regarder ce que font les autres et peut-être que la responsabilisation éviterait de quand vous descendez acheter votre baguette à la boulangerie, d'avoir à vous faire une attestation sur votre smartphone. Donc c'est cet équilibre-là. Donc moi je comprends, alors je suis médecin, hein, je comprends très bien qu'on prenne des mesures et ce serait inacceptable de ne pas en prendre pour essayer de lutter contre l'épidémie. Et d'ailleurs, quand on regarde l'ensemble des pays industrialisés, on voit bien que tout le monde a fait des politiques de confinement avec des restrictions sur les libertés individuelles. Mais ce bien public, il est extrêmement important. Il faut qu'un jour ça soit terminé et puis il faut qu'un jour on retrouve nos capacités de liberté. Et donc il faut maintenant qu'on commence à connaître un peu mieux cette maladie, qu'on commence à avoir des tests, qu'on voit arriver le vaccin, trouver le juste curseur qui permet de lutter contre la propagation, la transmission de la maladie et de respecter la liberté individuelle et l'économie de notre pays. Merci monsieur. D'autres intervenants vous questionneront sûrement, y compris sur la question du contrôle démocratique qui fait également débat autour de cette question du Conseil de défense, mais je ne veux pas attarder là-dessus. Je suis sûr que les participants y reviendront. J'ai une deuxième question qui m'est plus peut-être personnelle. Je trouve que nous sommes très, très français, très gaulois, très centrés sur nous-mêmes. Parfois, quand on lit les médias, quand j'entends un certain nombre de personnes autour de moi, tout va mal, on a tout faux sur beaucoup de domaines. Je serais très intéressé si vous pouviez vraiment à l'essentiel nous dire, à minima dans les pays de l'Union européenne,
votre regard sur la gestion de cette crise. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a été socialement plus acceptable? Vraiment à l'essentiel, on ne peut pas rentrer dans le détail, ça pourrait faire l'objet de 2 heures d'échange. Mais votre regard, sans trop parler de l'Allemagne, parce qu'on parle sans arrêt de l'Allemagne. Moi, je ne doute pas que les Allemands sont les meilleurs de la classe, mais je suis quand même très curieux de voir ce qui peut se passer dans les autres pays de notre Europe. Ouais, j'ai envie de dire, avant de faire, je vais vous répondre, hein, j'ai envie d'aller regarder du côté de l'Asie aussi. Oui, oui. Parce que l'Asie, c'est intéressant, et en particulier, un pays que j'ai beaucoup regardé, c'est la Corée du Sud. La Corée du Sud, elle a eu une épidémie de MERS-CoV, qui est la deuxième épidémie de coronavirus, hein, parce qu'il faut que vous sachiez qu'on a eu 3 épidémies de coronavirus. On a eu le SRAS, puis le MERS-CoV, et puis maintenant le SARS-CoV-2. Hein, et donc en 2015, ils ont fait face à une épidémie venant d'Arabie Saoudite assez importante dans leur pays, avec un Coréen qui revenait d'Arabie Saoudite et qui a transmis ce coronavirus et qui a flambé en Corée du Sud. Et ils ont fait un retour d'expérience et ils ont pris des mesures, notamment de limitation des déplacements, de tests et d'isolement et de messages de prévention qu'ils ont pu très vite et très tôt mettre en œuvre. Et donc, ils ont pris en compte ce qui leur était arrivé en 2015. Et moi, j'ai envie de dire, à contrario, pour l'ensemble des pays européens, nous avons fait face en Europe à 2 épidémies de coronavirus, hein, donc le SRAS et le MERS-CoV, l'épidémie d'Arabie Saoudite, et on les a maîtrisées. Et je pense qu'au mois de janvier, il y a eu un excès de confiance, et c'est d'ailleurs l'objet du livre d'Henri Bergeron, un sociologue de Sciences Po. Hein, il y a un excès de confiance qui a fait dire, mais on a bien réussi à maîtriser les 2 premières, et on a même réussi à gérer Ebola, on va bien réussir à gérer le MERS-CoV. Et puis, un certain nombre de personnes pensaient que c'était une grippette. Et donc, il y a eu cette espèce cet excès de confiance, même devant la situation un peu des Italiens, qui a fait que probablement on a réagi un peu tard. Et je ne jette pas la pierre parce que je sais que lorsque vous êtes en situation de décision, c'est extrêmement difficile de toutes ces décisions qui bousculent la vie d'un pays et mobilisent des moyens considérables. Alors après, en Europe, clairement, tout le monde n'a pas agi de la même manière. D'abord, il y a eu la Suède, qui n'a jamais confiné, qui n'a même pas proposé le masque. Et puis, vous avez l'Italie, qui a été la première touchée. Et par osmose d'imitation, pratiquement l'ensemble des autres pays ont dit finalement, on va faire du confinement, on va faire comme les Italiens, parce que ça a été tellement horrible chez eux, il faut vraiment que l'on fasse très attention. Pour autant, on voit bien que lorsqu'on regarde a posteriori, hein, et donc moi je ne veux pas faire inspecteur des travaux finis dans ce domaine-là, et puis il faut attendre la fin de l'épidémie pour pouvoir faire des études et essayer de comparer. Très clairement, ce qu'on voit, c'est que les confinements, c'est efficace. Donc on peut se dire pour l'Allemagne, est-ce que le confinement de l'Italie, est-ce que le confinement de la France n'ont pas d'une certaine façon protégé d'une certaine manière l'Allemagne, comme le confinement de l'Île-de-France a protégé la Bretagne ou la Nouvelle-Aquitaine? C'est une question qui est posée, que moi je pose et qui peut être réelle. Après, il y a eu clairement des différences d'approche. Alors je reprends l'Allemagne, pardonnez-moi, mais c'est important, dans la stratégie de test. Lorsqu'on avait 5000 tests, ils en avaient 50 000. Et quand vous avez une stratégie qui est testée, isolée, tracée, isolée, pardon, c'est beaucoup plus facile à faire quand vous avez peu de cas que quand vous avez beaucoup de cas. Parce que quand vous avez beaucoup de cas, quand vous avez 50 000 cas qui surviennent, vous êtes complètement débordé. Et puis aller faire du traçage dans ces conditions-là et l'isolement, c'est extrêmement difficile. Donc quand vous avez peu de cas, vous êtes capable d'identifier bien les contacts et de faire et de proposer l'isolement. Et donc, je pense qu'ils ont beaucoup plus anticipé que nous
dans ce domaine-là. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à tirer, nous, les leçons de notre stratégie de test. On a eu très peu de tests. Aujourd'hui, on est le pays qui en a pratiquement le plus. Mais pour le coup, avec beaucoup de positifs, avec beaucoup de difficultés sur la question de l'isolement. Et je me demande à quel point il ne faut pas dire, au-delà du test, il faut s'autoconfiner lorsqu'on a des symptômes pour éviter de transmettre la maladie et faire confiance dans ce domaine-là. Et peut-être, je ne sais pas si c'est un article du Monde de ce soir, changer notre stratégie qui a été d'identifier les contacts des positifs pour essayer au contraire de remonter sur le cas qui a contaminé les personnes, parce qu'on s'aperçoit que d'une certaine façon, il y a deux catégories de contaminateurs, les super contaminateurs qui vont contaminer plein de gens dans des situations closes. Et ceux-là, il faut les identifier parce qu'il faut éviter qu'ils contaminent, et très vite. Et puis, vous avez des petits contaminateurs qui vont contaminer une personne ou deux, et ce n'est pas la même chose, quoi. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, quand vous regardez les différents pays, d'abord, tout le monde a à peu près la même épidémie. Alors, on a des différences sur les décès, mais moi, je demande à ce qu'on regarde les définitions dans la manière dont on comptabilise les décès avec Covid. Voilà, quand vous avez quelqu'un de 94 ans qui meurt et qu'elle a été infectée, bien sûr, c'est le Covid, mais elle meurt aussi de vieillesse et de sa maladie. Et les définitions ne sont pas tout à fait les mêmes dans l'ensemble des pays. Et un certain nombre de pays ont des définitions plus restrictives, donc ils ont moins de morts et ils se font moins montrer du doigt. Je pense qu'il faudrait que l'OMS donne une définition harmonisée dans ce domaine-là pour pouvoir faire des vraies comparaisons entre les pays. Mais une chose est sûre aujourd'hui, c'est que les stratégies de confinement, les stratégies éco-compatibles de confinement ont leur efficacité et qu'il faut travailler sur ce domaine-là. Est-ce que j'ai répondu? Permettez-moi très très rapidement Je vous en prie. de revenir à ma première question sur les questions de liberté. Vous avez évoqué la Corée du Sud. J'ai regardé la situation très très attentivement. Pensez-vous que les mesures qui ont été adoptées en Corée du Sud, qui sont quand même un traçage, l'application numérique sur le traçage, des mesures d'isolement des personnes contaminées relativement impératives, pensez-vous qu'elles auraient été socialement acceptables en France? C'est une vraie question, hein. C'est une vraie question et c'est probablement aussi une des questions de l'échec de la première application numérique qui a été portée par le gouvernement, où les gens ont eu l'impression qu'ils allaient être tracés, qu'ils allaient être fliqués entre guillemets, qu'ils ne le souhaitaient pas. Et moi, j'ai noté avec attention, alors pour parler de l'Europe, le fait que l'application finlandaise était une application extrêmement limitée pour protéger les libertés individuelles et qu'elle a été acceptée par un très grand nombre. Donc on voit bien qu'il y a tout l'ensemble du curseur, hein. Je pense qu'on n'est pas asiatique et qu'on n'accepterait pas des mesures policières extrêmement faibles. Mais inversement, il ne faut pas non plus être naïf et sous prétexte qu'il y a des libertés individuelles, ne pas agir et laisser l'épidémie flamber. Merci. Alors, je propose qu'à ce stade, on continue notre voyage autour du monde et qu'après l'Asie et l'Europe, on aille faire un petit tour au Canada. Si Jean-Louis est là, est-ce que Jean-Louis, tu es là? Donc, tu as pu entendre le début de notre échange, de notre rencontre, de notre webinaire? Oui, oui, très bien. J'ai écouté ça avec beaucoup d'attention. Et Alors, peut-être d'abord, quelle est la situation épidémiologique actuellement au Québec et peut-être plus largement au Canada? Est-ce qu'il y a eu, comme en Europe, une deuxième vague? alors, on a une situation qui est un peu atypique, peut-être, par rapport à cette deuxième vague, parce qu'elle touche de façon très différente les différentes provinces du Canada. Alors, juste pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce pays, c'est une fédération de provinces. Donc, les États-Unis, c'est des États, le Canada, c'est des provinces. Et ces provinces s'étendent sur une superficie gigantesque, la deuxième probablement au monde. Certaines sont très peuplées, jusqu'à 15 millions d'habitants en Ontario. Le Québec en a 8. Et d'autres sont très, très peu peuplées. Certaines provinces ont 500, 600 000 habitants.
La première vague a affecté essentiellement l'Ontario et le Québec, et je dirais surtout le Québec. Le Québec a vraiment payé un prix très lourd à la première vague. Un certain nombre de mesures ont été prises, on pourra en reparler. À la suite de ces mesures qui ont été différentes provinces, la situation s'est mise à ressembler à peu près à ce qui s'est passé dans les pays d'Europe. Depuis 3 semaines à peu près, on est en train de se retrouver avec une montée assez importante des cas. Là encore, il faut faire attention parce qu'il y a d'une part les cas en fonction du nombre de tests qui est réalisé. Je ne ferai pas d'allusion à l'analyse que Trump faisait. Il disait qu'il y a de plus en plus de Covid parce qu'il y a de plus en plus de tests. Mais je crois qu'il faut faire très attention parce qu'au Canada, d'une province à l'autre, le nombre de tests n'est pas le même. Toujours est-il que lorsque c'est ramené au nombre de tests et à la population de la province, on voit maintenant une augmentation très importante dans des provinces qui avaient très bien contrôlé la situation. Je parle de la Colombie-Britannique, qui est la province la plus à l'ouest du Canada, la ville bien connue de Vancouver, j'imagine, pour vous tous, et dans des provinces qui avaient eu très peu de cas, pour toutes sortes de raisons. Elles ne sont pas très peuplées, elles sont un petit peu isolées, il y a moins de mouvements, elles sont très rurales. On va parler du Manitoba et éventuellement de l'Alberta. En ce moment, ça flambe dans ces provinces-là, le Manitoba, l'Alberta. Il y a par exemple une petite ville au Manitoba, je crois, où il y a 40% d'augmentation de cas en quelques jours. Donc la situation, on ne peut pas parler d'une deuxième vague généralisée au Canada. Si je regarde maintenant dans l'est du Canada, l'Ontario et le Québec, ça flambe plus en Ontario qu'au Québec. Au Québec, on est dans une situation qui est à peu près stable depuis 3 semaines, je dirais. Les chiffres au départ n'étaient pas bons. Le Québec était la province la plus touchée. Mais pour différentes raisons qui ne sont pas forcément compréhensibles à ce niveau, en tout cas, le Québec a un nombre à peu près constant, jour après jour, depuis 3 semaines. Ça ne baisse pas, par contre, mais c'est la situation. Donc, c'est une situation, si on compare à peut-être les différentes... Le Québec par rapport au Canada, on a 38 millions d'habitants à peu près. Il y a eu environ 300 000 cas depuis le début de la pandémie. On compte donc de l'ordre de 0,8%. Au Québec, il y a 8,5 millions d'habitants. Il y a eu 122 000 cas depuis le début de la pandémie et on compte à peu près 1,4%. Donc le Québec est sûrement le mauvais élève, entre guillemets, des provinces canadiennes. Excuse-moi, Jean-Louis, sur la question des campagnes de communication, on a beaucoup évoqué l'attitude des pouvoirs publics en France. Toi-même, tu suis de temps en temps les médias français. Comment se comporte le directeur, alors c'est le ministre de la Santé, le directeur de la Santé publique, quand il s'adresse à leurs concitoyens? Oui, alors, avant de te répondre tout de suite de ce côté-là, du fait qu'on est une fédération, chaque province a son propre ministère de la Santé et chaque province est responsable de la gestion de la santé et aussi d'ailleurs de la gestion des campagnes de prévention ou de soins. Donc, d'une province à l'autre, ça peut varier différemment et la population canadienne étant relativement inhomogène, c'est un pays d'immigrants. Là aussi, les réactions d'une province à l'autre peuvent être très différentes. Alors maintenant, je vais répondre plus à ta question. Au niveau du Québec, l'approche a été une approche pendant la première vague de points de presse quotidiens du Premier ministre du Québec, du ministre de la ministre de la Santé à l'époque et du directeur de l'Institut, enfin directeur de la santé du Québec.
Et ces trois personnes avaient une approche qui était, je dirais, une approche de mère et de père de famille. Ils s'adressaient au public et à la presse, puisque la presse était présente à ces conférences de presse, sur un ton presque bon enfant, et dans un vocabulaire qui était vraiment le vocabulaire de la population du Québec. Alors de ce côté-là, je pense que la population n'a pas perçu un mur entre ceux qui étaient, entre guillemets, les connaissants par rapport à ceux qui étaient les subissants, disons, de la population. Alors ça, c'est une approche qui est, je crois, qui est plus générale dans le Nouveau Monde et en tout cas au Canada. En général, nos politiciens et nos responsables s'adressent sur un ton qui est un ton vraiment de tous les jours. Ils ne donnent pas l'impression de nous parler en expert ou de haut. Maintenant, la population a été surprise par le fait que les déclarations changeaient des fois du jour au lendemain. On a eu une espèce un problème aussi à propos des masques sur n'en portez pas, ils ne servent à rien, on n'en a pas assez, etc. Donc il y a eu ça, mais la population en général n'a pas réagi de façon négative. Je crois que c'est une population qui est ouverte au fait, qui est pragmatique, c'est un mot que j'utilise souvent quand on discute, François et moi. C'est une population qui est pragmatique et qui, au fond, a assez confiance dans ses experts et ses politiciens. Très bien. Merci Jean-Louis. Donc, on va passer la parole à Philippe, qui voudrait peut-être poser aussi une question à François Bourdillon ou à Jean-Louis. Je pense j'aurais une question, mais je pense qu'il faut passer la parole maintenant aux participants parce qu'on avait dit 1 heure pour nous, 1 heure pour les participants. Donc, je propose peut-être que les gens qui ont des questions à poser, je ne sais pas si Gabriel a une première liste de… Alors, j'ai une série de questions. Je vous ai indiqué par le chat, hein, pour poser une question, vous allez sur l'onglet participants et il y a une option qui est lever la main. Donc, vous avez une petite main bleue et après, moi, je peux vous passer la parole. Là, pour l'instant, j'ai une question de Stéphane Nolot, s'il veut bien la poser. Bonsoir à tous. Oui, j'avais posé des questions à Gabriel et puis je vais reprendre ce que j'en ai noté qui sont venus au cours du débat. Je ne reviendrai pas sur ce que Michel a dit sur la démocratie et puisqu'on était en état de guerre. Le problème, c'est que comme je suis un soignant, j'étais un soldat sans armes. Mais on passera sur ce problème-là. J'avais 3 points. D'abord, par rapport aux chiffres de Public France, les patients comptabilisés en réa, sont-ils des patients qui ont moins de 20 jours ou plus de 20 jours? Puisque la comptabilité en réa pour reconnaître un patient Covid, il faut qu'il ait moins de 20 jours. Est-ce que dans les chiffres qu'on a au niveau national, ce sont des patients qui ont moins de 20 jours ou c'est, on va dire, tous les patients? Deuxième point, c'est la gestion de l'ambulatoire. On a bien vu qu'on avait une politique de santé au niveau national qui était de l'ambulatoire, qui a provoqué, on va dire, une crise, on va dire, structurelle dans le sens où on n'avait pas assez de lits à un moment donné pour pouvoir gérer la pandémie, mais aussi gérer, on va dire, le tout venant de les missions habituelles de la santé qui incombe à l'hôpital. Et ma dernière question, c'est véritablement, on n'a pas retenu, je crois, la première vague, l'absence de coopération publique-privée. Pourquoi? Moi, j'ai des collègues qui travaillent dans l'Est et dans la région parisienne. Pourquoi n'a-t-on pas, au lieu de transférer des patients de l'Est ou de la région parisienne sur le Grand Ouest, ça a un coût, c'est dangereux pour les patients, il faut les stabiliser, ce sont des patients de réa. Pourquoi n'a-t-on pas utilisé les systèmes de réa proches des structures hospitalières publiques, qui sont, même si c'est du privé, pourquoi on n'a pas utilisé ces ressources-là? Et puis, sinon, dernier point, personnellement, j'ai une fille qui habite en Chine depuis 3 ans, qui est à Xi'an, et il gère très bien la pandémie, ça ne pose pas de souci, mais il y a toute une logistique qui est autour des gens qui sont contaminés, et quand ils sont mis en quinzaine, il y a vraiment tout autour d'eux une structure qui leur apporte ce qu'il leur faut. Merci. Monsieur Bourdillon, vous avez noté les questions? Voilà. Vous m'entendez? Oui, vous avez perdu. Je vais couper le micro pour éviter de faire du bruit. Oui, je rappelle que moi, j'étais aux affaires jusqu'en juin 2019 et que donc je n'ai pas
je n'ai été impliqué en rien dans l'épidémie actuelle. Et donc, sur la question pourquoi on n'a pas suffisamment utiliser le privé. C'est un constat qui a été fait, hein, je crois que c'est une réalité. Et aujourd'hui, dans la deuxième vague, aujourd'hui, de ce que je sais, les ARS ont fait appel beaucoup plus au privé qu'ils ne l'ont fait au départ, dont acte. Je pense que derrière, la ligne de conduite, c'est qu'il y a des structures de l'État, le service public hospitalier, et que c'est comme ça que ça fonctionne dans notre pays. Je pense que c'est une des raisons, mais je m'avance peut-être un peu trop dans ce domaine. Pour ce qui est des patients hospitalisés en réanimation, il y a deux indicateurs. C'est les nouveaux hospitalisés en réanimation et le nombre d'hospitalisés en réanimation. Donc, il n'y a pas cette césure aujourd'hui que je sache entre les plus de 20 jours et les moins de 20 jours dans ce domaine. Et puis, il y a les décès en réanimation qui sont comptabilisés également. Donc, la comptabilité, elle est faite comme ça parce qu'on a besoin du stock. Et le stock, il est important pour savoir combien il reste de lits disponibles. Et on a besoin du nombre d'entrées parce que c'est un indicateur de gravité qui permet de se dire comment va être la suite après, puisque comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est des indicateurs en cascade entre le moment de la contamination et le décès. Il se passe à peu près un mois et donc on peut voir la dynamique entre ceux qui se font dépister, ceux qui sont hospitalisés, qui vont aux urgences, qui se font hospitaliser, qui passent en réa et qui décèdent. Après, la situation à Xi'an en Chine, c'est la réalité. Tout le monde a vu les Chinois. Il y a eu les doutes sur la réalité des chiffres, il ne faut quand même pas l'oublier. Et puis, une gestion extrêmement forte et presque militaire dans le confinement, avec une atteinte aux libertés individuelles qui, ça a été souligné par M. Audy, qui est probablement pas acceptable dans notre pays, mais incontestablement, ils ont maîtrisé aujourd'hui leur épidémie. En tout cas, tous les pays d'Asie du Sud-Est en sont à ce niveau-là. Après, la gestion, je ne sais pas trop vous répondre entre l'ambulatoire et l'hospitalisation. C'est toujours été quelque chose de compliqué. On l'a vu dans la pandémie, hein, la mobilisation des médecins généralistes, elle est compliquée. Ils auraient pu probablement être beaucoup plus mobilisés pour les tests. Ce n'a pas été le cas. Et ils ont souvent été en première ligne au début de l'épidémie, comme vous le dites, sans armes, c'est-à-dire sans protection plus exactement que armes, parce que la métaphore est guerrière, mais l'idée pour les soignants, c'était de se protéger et de ne pas se contaminer. Et vous voyez que dans les données de Santé publique France, en tout cas dans le dernier bulletin épidémiologique hebdomadaire, il y a toute une partie sur les transmissions nosocomiales et la contamination des soignants qui a été bien réelle pendant cette épidémie. J'ai une question de Alain Lehenaf. Si chaque intervenant peut dire juste un petit mot pour dire de qui il est en 5 secondes. Bon, Alain Lehenaf, je suis un ancien du monde hospitalier dans des fonctions de direction en différents endroits. Alors, je vais vous poser une question sur le problème de la vaccination. La variole, la tuberculose, la rougeole, la polio figurent parmi les maladies qui ont été éradiquées de la plupart des pays du monde, certaines de façon définitive. C'est un acte thérapeutique unique a permis cette éradication, la vaccination. Ma question, que proposez-vous pour sensibiliser les plus récalcitrants d'entre nous à l'intérêt personnel, mais également sociétal, de se faire vacciner contre la Covid-19 quand nous le pourrons? C'est une très bonne question, hein, parce que la vaccination est probablement l'outil de prévention le plus efficace et tout le monde l'attend avec beaucoup d'impatience. Et la France, quand vous regardez les enquêtes d'opinion et les enquêtes répétitives d'opinion, hein, donc ce n'est pas une enquête qui aurait montré ça, montre qu'à peu près de la moitié des Français ne se feraient pas vacciner malgré l'épidémie actuelle qui est grave, qui tue contre le Covid, tellement il existe dans notre pays une défiance vis-à-vis de la vaccination. Alors cette défiance, elle est née de plusieurs affaires.
elle est née de la pandémie de 2019, où finalement, on a voulu vacciner l'ensemble de la population, on a vacciné 8%, et il y a eu des théories qui visaient à faire comprendre que les marchands de vaccins avaient voulu vendre leurs vaccins contre la pandémie grippale. Et elle est née aussi de pas mal de fake news qui ont circulé, notamment celle en Angleterre sur vaccin ROR et syndrome autistique, qui est un faux, qui a été publié dans le Lancet, qui a été rétracté. La personne a été condamnée, elle a même été radiée du tableau de l'ordre anglais, mais le mal a été fait. Et puis en France, on a eu l'affaire de la vaccination hépatite B, avec les doutes sur les cas de sclérose en plaques, qui, même s'ils ont démontré qu'ils n'étaient pas en cause, les vaccins restent dans l'idéal. Et dans cette hésitation vaccinale, il faut bien comprendre deux choses. Vous avez les contre, les anti-vax. Là, honnêtement, je crois qu'ils resteront anti-vax et ils ne se feront pas vacciner. Et puis, vous avez les hésitants ou les défiants qui, pour un certain nombre de raisons, se disent le vaccin est tout récent, est-ce qu'il ne va pas y avoir des effets secondaires, est-ce qu'il ne faut pas aller se vacciner trop tôt, finalement je suis jeune, je ne suis pas obèse et je suis en bonne santé, je vais faire une forme bénigne, est-ce que c'est vraiment utile d'aller se faire vacciner? Et donc il est très important, au moment où on va acheter du vaccin, et qu'on va prioriser ces vaccins. Et donc la HAS a dit que dans les priorités, il y avait les plus de 65 ans, ceux qui étaient atteints de comorbidité, les professionnels de santé. On pourrait même presque élargir à tous ceux qui sont en contact avec le public et qui sont à risque de transmission. Il faut probablement avoir une grande campagne pour essayer de rétablir la confiance dans ce domaine. Et la confiance dans ce domaine, c'est de dire d'abord la vaccination protège, que aujourd'hui, la surveillance de la vaccination, lorsqu'elle a des effets secondaires, ça peut arriver, et ça arrive même pour des vaccins très bien tolérés. Je prends le papillomavirus, on a quelques cas de Guillain-Barré, mais extrêmement rares. Il faut mieux pouvoir en témoigner plutôt que d'essayer de les cacher. Et probablement, et dans un devoir d'exemplarité, le fait que les soignants se vaccinent serait extrêmement important pour montrer que c'est important. Et alors, il y a un débat qui est en train de naître entre les soignants, je ne sais pas s'il prendra dans le grand public, c'est faut-il vacciner de manière obligatoire les professionnels de santé qui aussi sont en contact avec les personnes âgées, enfin, tous ces professionnels-là, de manière à redonner la confiance dans la vaccination. Voilà le débat où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Hein, si je me permets de résumer, c'est compliqué. Alors là, je peux dire qu'en tant que directeur général de Santé publique France, pour mettre en œuvre la politique de la ministre de la Santé, de Mme Buzyn, qui a fait une obligation chez les enfants de moins de 2 ans, les 11 vaccins obligatoires. Ma responsabilité était d'essayer de regagner la confiance. Et on avait fait deux choses. D'abord, on avait surveillé le milieu anti-vax, c'est-à-dire qu'on regardait tous les tweets, toutes les fake news qui sortaient, et puis on avait bien vu que c'était assez délimité dans ce sens. La seconde chose qu'on avait fait, c'est la concertation citoyenne. Pendant 1 an, on a fait une concertation citoyenne avec un jury citoyen, un jury d'experts, et on a fait une consultation citoyenne avec 11 000 consultations citoyennes dans ce domaine-là, ce qui nous a donné un corpus de connaissances extrêmement important et qui nous a permis de construire Vaccination Info Service, qui est le site de référence sur les vaccinations, qui permet d'avoir une parole pédagogique, une parole d'expertise, une parole factuelle, sans jugement sur la vaccination, et que ça a permis incontestablement, pendant cette période où il n'y avait pas le Covid, de regagner en confiance. Et on a regagné sur les indices du baromètre santé plusieurs points de confiance dans la vaccination, et on a surtout amélioré la couverture vaccinale. Je pense qu'aujourd'hui, alors que le vaccin il va être proposé d'ici 1 mois et demi aux Français, il faut absolument réenvisager une grande campagne de concertation citoyenne, et c'est sur le tapis. Hein, les experts
du Conseil scientifique le propose depuis maintenant 6 mois, et de faire une campagne valorisant la vaccination. On avait fait un film à l'époque, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui est passé à la télé et à la radio. La France est un des rares pays à l'avoir fait, tellement sa défiance est importante, pour essayer de regagner en confiance. J'ai bien peur que tout l'effort qu'on avait fait ait été perdu, mais il est très important de réaborder de manière très volontariste ce débat. J'ai une question de Georges Pichereau. Donc, pour continuer enfin, pas tellement sur la vaccination, mais sur une question qui est pas loin de la vaccination, c'est la question des enfants. Et pendant cette épidémie, on a vu que la place des enfants était pas très stable. Hein, donc, on a considéré qu'ils n'étaient pas infectés, pas infectants, etc. Puis on est revenu sur ces choses-là. Et la deuxième chose que je constate, je suis pédiatre ancien hospitalier, et la deuxième chose aussi, c'est qu'on a très peu pris en compte les conséquences des mesures sur les enfants. Et je me demandais si dans votre expérience, l'expérience de Santé publique France, par rapport à d'autres épidémies, on avait déjà travaillé sur, par exemple, la question du port de masque chez des petits-enfants, sur la question des conséquences d'un confinement. Et je sais que notre collègue du Québec est peut-être encore avec nous, mais les pédiatres du Québec ont aussi réagi comme nous, en fait, donc en particulier au premier confinement, sur les conditions des enfants. Donc voilà, c'est une question. Je voulais juste poser une sous-question qui n'a rien à voir avec la première. C'est, je me suis demandé, cette stratégie de dépistage qu'on a eue en France dans la première, lorsqu'on a mis en place le dépistage, était un dépistage massif, même de gens qui étaient non contacts et non symptomatiques. Est-ce que ce n'est pas une erreur? Est-ce qu'on n'a pas perdu du temps dans ce domaine-là? Et est-ce qu'on a déjà eu des expériences de dépistage massif, par exemple de la grippe, chez des sujets qui sont non symptomatiques et non porteurs? Voilà. Alors, c'est beaucoup de questions. Hein, donc, bon, les enfants se contaminent, ça c'est sûr. Ils font des formes asymptomatiques, c'est sûr. Et est-ce qu'ils sont contaminateurs? Probablement de manière très faible. Après, comme toujours, lorsque on dit ça, où se situe le seuil? Où se situe le seuil? Et c'est compliqué. Voilà, est-ce qu'on prend le seuil du collège? Ou est-ce qu'on se prend le seuil du primaire en sachant que l'enfant, ça gesticule beaucoup, ça a difficulté à prendre un masque et ça joue et que c'est compliqué. Donc aujourd'hui, on est dans une position qui est de dire en dessous de 11 ans, c'est difficile d'imposer un masque. Alors bien sûr, il y a des expériences dans différents pays où on montre que c'est acceptable. Il y a des gens qui disent oui, mais le tout petit à la crèche, s'il ne voit pas les lèvres de son assistante maternelle ou de ses parents, il ne peut pas apprendre à parler aussi bien. Et puis les sentiments, c'est extrêmement important. Je crois que c'est une réalité qu'il faut être très attentif sur nos petits, y compris sur le lien social entre, je ne sais pas, voilà, moi j'ai l'âge d'avoir des petits-fils, entre la possibilité de les voir ou de ne pas les voir, qui sont des éléments relativement importants. C'est pas simple et il faut clarifier cet élément-là. On a besoin des pédiatres. On a besoin de faire de la concertation citoyenne dans ce domaine-là pour entendre les assistantes maternelles, pour entendre les psychologues qui s'occupent d'enfants autistes, par exemple. Voilà, toute la partie santé mentale est importante. Il y a plein de pédopsychiatres qui nous disent que, notamment chez les ados, il y a des grandes difficultés aujourd'hui compte tenu du confinement en termes relationnels. Il faut entendre tout ça et il faut probablement avoir du débat pour pouvoir prendre des décisions de politique publique un peu ouvertes. Alors après, je trouve qu'il y a une grande confusion entre diagnostic et dépistage. Quand vous êtes symptomatique et qu'on vous fait un test, on vous fait un test diagnostique. Et ce n'est pas du dépistage. Et ça, c'est normal, c'est la médecine. Vous êtes positif, vous allez consulter, on vous fait un test, on vous diagnostique, on vous isole. Voilà. Mais dans cette maladie, 50% des personnes
qui sont positives au Covid sont des asymptomatiques. Et donc la question, c'est est-ce que ces personnes-là sont très contaminatrices ou pas, et comment on peut les identifier pour faire en sorte qu'elles s'isolent et qu'elles ne contaminent pas. Et donc là, les stratégies, elles ne sont pas définies. On voit bien qu'il y a eu la course au test, faisons des tests, faisons des tests, faisons des tests sans stratégie. Il y a à l'inverse la Slovaquie, par exemple, qui a dit « moi, je vais dépister l'ensemble de ma population un jour donné, et je vais, avec les tests rapides, pouvoir isoler tous ceux qui sont positifs, et même si je n'ai pas la sensibilité requise dans le test, je vais faire un grand coup d'arrêt. » Et il y a des gens qui disent ça en disant peut-être que dans les universités ou peut-être que dans un certain nombre de régions, on pourrait avoir cette stratégie coup de poing où on teste tout le monde pour essayer d'identifier ces 50% de personnes séropositives. Enfin, séropositive, positive en PCR, pardonnez-moi. Et donc là, on va se retrouver, alors quand on a 100 000 personnes qui sont positives par jour, ça a été énorme, cette stratégie n'a pas grand sens. Par contre, lorsqu'on va être très bas, peut-être il peut y avoir du sens d'avoir des campagnes de dépistage ciblées dans des régions où il y a encore une certaine forme de transmission. En tout cas, il n'y a pas dans ce domaine-là un consensus d'experts entre les professionnels épidémiologistes, les professionnels de la santé publique sur ce champ, et on a un vrai déficit de réflexion dans ce domaine-là pour savoir quelle stratégie de dépistage l'on peut avoir, alors qu'aujourd'hui, on a une palette de tests beaucoup plus large que ce qu'on avait au premier confinement. Donc ça, c'est quelque chose de très différent. Mais c'est vrai qu'on attend de la part des pouvoirs publics aujourd'hui une vraie stratégie beaucoup plus claire sur qui on teste, comment on les confine. Est-ce qu'on fait de l'autoconfinement? Est-ce que pour les plus fragiles, il y a un guide méthodologique pour qu'ils puissent s'appuyer? Est-ce qu'il y a une ligne d'écoute? Est-ce que l'on propose des solutions d'hébergement pour ceux qui sont en surpopulation de leur logement? Il y a toute une série de questions qui est posée pour lesquelles il faut trouver des réponses, parce que si on veut couper les chaînes de contamination, il faut avancer. Et puis, il y a même ceux qui disent, et c'était dans Le Monde, je le disais tout à l'heure, il faut faire du rétro-dépistage, du rétro-traçage pour identifier les supercontaminateurs de ceux qui ont contaminé, ceux qui se font dépister, plutôt que d'aller chercher ceux qu'ils ont contaminés. J'ai une question de Patricia Sarraud. Bonsoir, je vais être très très rapide. Au niveau de l'observation, au niveau local, alors il y a une observation qui est super avec Géodès et c'est vrai que c'est très précieux, mais dans les villes ou dans les métropoles, il y a aussi des cellules de crise qui se sont mises en place. La proximité finalement a beaucoup travaillé aussi et on fait de la communication. Enfin voilà, sur le ici et maintenant, pour vraiment que les habitants qui ne voient pas le virus dans les rues, qui ne ressentent pas en dehors des annonces, comment je vais dire, nationales, qui ne savent pas, qui ne perçoivent pas cette épidémie et qui ne comprennent pas finalement non plus très bien les gestes qu'il faut appliquer ou le confinement et qui ont l'impression qu'on les infantilise. C'est vrai que nous, on a eu un petit peu de mal au début à avoir les données réelles sur notre territoire ici et maintenant. On a la chance d'avoir sur Nantes au CHU un projet qui s'appelle le projet Argos et qui suit quotidiennement, même heure par heure, toutes les données dont vous avez parlé au début, Monsieur Bourdillon. Mais on aimerait, nous, en tant que local, avoir une espèce de météo de l'épidémie qui ne soit pas départementale. Alors, c'est utile quand c'est national, départemental, régional, les ARS ont ça, mais au niveau infracommunal, au niveau même, parce qu'on voit bien que les ISS sont énormes dans aussi cette maladie. Donc, du coup, il y a des projets qui existent au niveau notamment des hôpitaux en termes de recherche, mais qui sont très utiles et qui nous ont montré, par exemple, que finalement, il y a toujours un petit pic de consultation de SOS qui pourrait déjà nous dire « Ouh là là, attention, peut-être que la vague va arriver ensuite » et qu'on pourrait peut-être
être un peu plus anticipateur au niveau local et mieux communiquer avec les habitants. Donc voilà, sur l'observation au local. Oui. Précision, Madame Sarraud est directrice de la santé publique à Nantes, hein, elle ne l'a pas précisé. Oui, mais je connais Madame Sarraud, donc je l'ai déjà rencontrée. C'est une bonne question. Et dites-vous bien que quand on a créé Santé publique France et qu'on a fait le brainstorming sur la construire, on s'est posé la question de l'accessibilité des données en open data à tout à chacun. Et donc, on a construit très vite avec les statisticiens de Santé publique France le fameux site Géode ou Géodès, comme vous l'avez appelé tout à l'heure, qui permet de mettre nos indicateurs et de les mettre à disposition de ceux qui veulent le télécharger. Alors, vous pouvez télécharger l'indicateur, mais vous pouvez aussi télécharger les données brutes. Et jusqu'il y a l'épidémie, on avait pris l'option, alors qu'on dispose de l'ensemble des données, de donner des données en national, en régional et en départemental. Et on s'est vite aperçu qu'il y avait une vraie appétence des territoires à avoir leurs propres données. En sachant que Santé publique France n'a pas les moyens de faire les analyses de l'ensemble des données. Et donc, elle fait ce qu'elle peut faire avec les moyens qu'elle y a, parce qu'aujourd'hui, la demande est politique, elle est extrêmement forte. Il faut donner tous les jours des données, probablement, aux politiques qui les demandent et qui les attendent. Et donc, on voit bien que il est très important aujourd'hui de rendre accessibles ces données de manière à ce qu'elles puissent être téléchargées et être manipulées par les statisticiens des villes, des communes, des territoires, par les observatoires régionaux de santé, par ceux qui savent manipuler ces données. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'en tant que simple citoyen retraité, quand je vais sur Twitter, je trouve des données analysées par Métropole, faites par des individus indépendants qui me donnent les données en primeur avant celles de Santé publique France lorsqu'elles ont été analysées, hein, et que c'est la réalité, et que c'est bien parce que ça permet à chacun de réagir. Et donc, cette mise à disposition des données, on peut en être fier parce que c'est un vrai travail qui avait été fait de transparence et de pouvoir les rendre accessibles. Maintenant, les rendre accessibles, c'est aussi d'avoir des gens qui soient capables de donner du sens et de faire de la politique dans ce domaine. Et on voit bien que c'est compliqué entre les rapports dans la gestion de crise. Déjà, on a des difficultés de voir est-ce que c'est le préfet ou est-ce que c'est le directeur général de l'ARS qui pilote la crise sanitaire. Et on voit bien que lorsqu'on on rentre à l'échelon communal, c'est encore plus compliqué parce que une commune n'a pas de compétences en santé et qu'elle n'est pas forcément légitime à avoir sa propre politique dans ce domaine-là. Et inversement, on voit bien. Et alors, je ne sais pas comment fait Nantes, vous me direz, hein, mais je connais certaines régions ou certaines métropoles, notamment dans l'Est de la France, qui ont décidé de mettre des ambassadeurs de prévention, qui vont dans les quartiers difficiles, qui vont dans les quartiers surpeuplés, qui prennent en compte les inégalités sociales de santé, qui font du débat, qui essayent de porter la question des mesures barrières, qui essayent de donner du sens aux mesures qui ont été édictées par les pouvoirs publics, par les autorités sanitaires, et qui essayent de faire en sorte qu'on facilite les parcours de soins, qu'on facilite le dépistage, qu'on facilite la prise en charge des mesures barrières, qu'on explique qu'il faut mettre un masque et qu'on ne peut pas le soir sortir, alors que c'est compliqué dans certaines cités. Et donc, cette dimension de réappropriation par les métropoles, par les communes, elle est extrêmement importante. Et j'ai envie de dire, le Conseil scientifique l'a dit au mois de juin, il faudrait qu'on ait un espace de concertation citoyen national. Beaucoup ont dit qu'il faudrait qu'il y ait des espaces de concertation régionaux. Et moi, je dis qu'il faut probablement qu'on ait des espaces de concertation au niveau des métropoles pour faire de la démocratie sanitaire, parce que cette démocratie sanitaire dans une épidémie aussi forte, aussi violente, qui tue, aujourd'hui on en a besoin, et quand il s'agira de vacciner, et si on a des vaccins qui doivent se garder à moins 80, ce sera probablement des vaccinations centralisées qui ne seront pas utilisées avec les médecins, il faut que la commune elle puisse agir et puis dire ses besoins, et qu'elle puisse mettre à disposition ses compétences, ses lieux de vaccination, et
et agir au bénéfice de la population, parce que les élus sont là pour ça. J'ai une question de Louis Savary. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ma question sera assez pratique, hein, je suis du Conseil de développement. J'écoutais une émission de télévision hier soir où ils parlaient aux États-Unis, ils ont mis en place un monsieur vaccin. Et il y a une véritable organisation, je dirais quasiment militaire, pour dire voilà comment on va distribuer les vaccins sur l'ensemble du territoire des États-Unis, dans les différents États, combien de doses à tel endroit, avec vraiment une organisation de type militaire, parce qu'effectivement, ça se passe avec l'armée, pour dire, et ils font des essais en temps réel pour voir un peu s'ils sont dans les logiques de temps. Et ils disent, à 10 minutes près, on est vraiment sur notre étape. Est-ce qu'en France, on est prêt à ça, sachant que quand je vois que pour simplement le vaccin de la grippe, c'était la pénurie, il y a eu de l'imprévision totale par rapport à ça, donc on peut avoir un peu un sujet d'inquiétude pour savoir comment on est capable de conduire une telle politique de vaccination de manière efficace, claire et précise. Merci pour votre question. Alors, bon, les États-Unis, ce n'est pas un modèle de gestion de l'épidémie et que finalement, ils sont relativement contents d'avoir un vaccin qui va permettre d'endiguer l'épidémie. Et les pays industrialisés ont fait des précommandes de vaccins et la France aura, comme le reste des pays européens, des vaccins relativement tôt, je pense, dès le mois de janvier. Et la question, c'est comment on vaccine et avec quel vaccin. Et après, il y a d'autres questions qui sont posées, c'est la durée de l'immunité, c'est la qualité de l'immunité chez les personnes les plus âgées, etc. Il y a plein de questions qui sont posées. Et donc, le premier vaccin, c'est celui de Pfizer et BioNTech. Aujourd'hui, il y a des problèmes logistiques importants parce que c'est du moins 80. Et donc, on voit bien aujourd'hui que s'il faut garder à moins 80, ça ne sera pas à la pharmacie du coin de la rue, ce ne sera pas chez le médecin généraliste et qu'il faudra des équipements spécialisés. On voit l'Allemagne qui a confié à des sociétés logistiques privées l'organisation de centres de vaccination de manière très, très centralisée. Je ne sais pas ce que va faire la France, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une madame, en l'occurrence vaccin, Madame Kienny, qui a été nommée. Je n'ai pas vu passer l'arrêté, donc je ne sais pas quelles sont les missions exactement, mais qu'il y a une réflexion et que je suis certain, connaissant les pouvoirs publics et le fonctionnement du ministère, qu'il y a des gens qui réfléchissent dans ce domaine-là. Mais c'est d'une extrême sensibilité parce que la vaccination militaire, on l'a fait pendant la pandémie grippale avec un grand échec, 8% de la population vaccinée alors qu'on visait l'ensemble de la population et exclusion des médecins généralistes. Et je pense que les médecins généralistes auront du mal à ne pas être dans la boucle. Et si on veut promouvoir la confiance, les Français l'ont dans leurs pharmaciens et leurs généralistes. Pas passer par les généralistes, ce sera catastrophique. Et donc, il y aura le premier vaccin, peut-être moins 80. Les autres, le second, celui de Moderna, il peut être gardé à moins 20. Et puis, les autres vaccins qui vont arriver par l'intermédiaire de vecteurs viraux ou atténués, seront probablement à garder à 2 degrés. Donc, il y aura probablement plusieurs stratégies de vaccination. Et il ne faut pas se tromper. Il faut absolument associer les professionnels de santé si on veut regagner en confiance. Et la défiance, aujourd'hui, je ne parle pas des antivax, je parle des hésitants. La défiance, elle est réelle dans notre pays. Il faut regagner cette confiance. Donc, il faut probablement avoir une grande communication nationale pour recréer l'environnement, s'appuyer sur les professionnels locaux, s'appuyer sur les élus, parce qu'ils sont écoutés et qu'ils ont été élus dans ce domaine-là pour regagner dans la confiance et faire en sorte que l'on vaccine. Il faut qu'on arrive à avoir de l'immunité collective avec la vaccination. Oui, vous avez très bien évoqué la question de la méfiance vis-à-vis des vaccins. La nouvelle génération de vaccins, là, celui de Pfizer, de BioNTech et puis celui de Moderna, arrive avec des technologies qui n'ont jamais été appliquées sur l'homme. Et j'ai le sentiment, pour en discuter de temps en temps avec des amis, que
il y a une crainte particulière sur ce type de vaccin qui commence à jouer avec l'ADN. Alors, mon terme jouer avec l'ADN est très flou, mais ce qu'on comprend, c'est que finalement, quelque part, on veut greffer sur l'ADN de l'homme un petit morceau de l'ADN du virus. Alors, vous allez sûrement corriger tout ça, mais ce type de vaccin-là me paraît en tout cas susciter un peu de réserve. D'abord parce qu'ils ont été, comment dire, construits enfin, ça a été dans un processus très, très rapide, alors qu'on nous a toujours dit qu'il fallait 6, 8, 10 ans pour faire un vaccin. Là, on fait un vaccin en moins d'un an. Et on n'aurait pas eu besoin de passer par là. Voilà, je sens que la défiance là, il va falloir argumenter pour ce type de vaccin en particulier. C'est un argument qui est en train de se développer, hein. On le suit très clairement. Le fait que ce soit une nouvelle technologie, le fait que ça soit avec du matériel génétique, le fait que ça soit très novateur, fait peur. Alors, c'est un vaccin ARN, ce n'est pas un vaccin qui va rentrer dans le génome ADN, hein. Donc, c'est fait pour, en gros, donner un ordre pour qu'on construise des anticorps qui vont réagir sur… Ah, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Non, parce que ça a sauté chez moi. Voilà, donc c'est fait pour créer des anticorps qui reconnaissent les protéines du virus. Alors, on a fait des progrès, c'est en 1 an. On a d'excellents résultats qui sont transparents et publiés. C'est vrai qu'on n'a que 2 mois de recul et qu'on peut s'interroger sur l'avenir. Mais on est aussi sur une maladie mortelle et on est sur une maladie qui met notre pays à terre. Voilà. Honnêtement, si ce n'était que moi, j'ai l'âge, je serais dans les prioritaires, je me ferais vacciner par le vaccin ARN. Mais il faut expliquer. Il faut expliquer en toute transparence comment ça a été construit. On utilisera plusieurs types de vaccins et probablement l'ensemble des structures qui sont aujourd'hui en recherche. Alors, les vaccins atténués seront probablement à la fin de l'année 2021, mais ceux qui sont hésitants peuvent attendre. Et ceux qui souhaiteront être vaccinés et pouvoir retrouver un peu d'autonomie, se faire vacciner plus tôt. Voilà, mais aujourd'hui, plus tôt on aura le vaccin, mieux ce sera parce que les mesures de confinement et les mesures barrières ne suffisent pas, on l'a vu, à endiguer l'épidémie. Seul le vaccin va nous permettre de sortir avec une certaine forme, avec la montée de l'immunité collective. J'ai une question. En même temps, juste pour prolonger un peu, le vaccin ne nous libère pas des gestes barrières. C'est ce que vous avez d'ailleurs un peu dit au départ, ou c'est peut-être… Parce qu'on ne pourra pas vacciner tout le monde en même temps. Voilà. Parce qu'on ne pourra pas vacciner tout le monde en même temps. Et après, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'on va être dans une logique d'une vaccination à vie, voilà, comme on a pour certains vaccins, ou une vaccination de quelques mois, comme aujourd'hui pour la grippe. On ne sait pas ça. Et donc ça, c'est une question qui est aussi importante. Est-ce qu'il faudra se vacciner à plusieurs reprises ou est-ce qu'on pourra se vacciner à une seule fois? Avec la question du prix. Hein, on est entre 30 et 40 euros pour le vaccin Moderna, 33 je crois. Et puis le vaccin atténué, AstraZeneca a dit aujourd'hui que ce serait 2 à 3 euros la dose. Hein, donc c'est quand même pas du tout la même logique. Merci. Bon, la question que j'avais un peu prévue, et finalement, vous y avez répondu au fur et à mesure de l'entretien. Et c'est surtout je suis tout à fait content qu'on ait abordé le problème de la vaccination. Donc, je vais être bref. Je crois qu'il va vraiment y avoir besoin d'un énorme effort de communication pour vendre le produit. Hein. Il va falloir vendre ce vaccin. Et là, je me pose un peu la question. On a vu énormément de débats à la télévision, dans les médias en général, sur le Covid, ce qui est normal. J'ai peur qu'on arrive au moment où ce vaccin, et ça commence déjà, à avoir une foultitude de communications qui vont aller dans tous les sens, qui risquent de polluer complètement
cet effort de communication qui, à mon avis, il ne faut pas le louper. Et peut-être justement revenir sur ce problème qui est apparu avec le vaccin à l'hépatite B et les nouvelles qu'on a vues après sur la sclérose en plaques, etc. Et je voulais vous poser une question qui était un petit peu plus précise. Est-ce que vous pensez que les personnes qui seront vaccinées, au cas où il y aurait de nouveau un confinement, est-ce que ces gens retrouveront une liberté, je dirais, un plus grande, ou est-ce qu'ils seront même vaccinés de nouveau, je dirais, confinés? Ce qui fait que là, on peut se dire, des gens qui hésiteraient diraient, bon, finalement, ça va servir à quoi si je suis rendu comme sur le même point que les autres? Voilà. Merci. Merci, monsieur, pour ces questions. Alors, il y a un point qu'il faut aborder dans la défiance, c'est la défiance vis-à-vis aussi, il n'y a pas que la défiance vis-à-vis de la vaccination, il y a la défiance vis-à-vis des autorités sanitaires, et maintenant, il y a même de la défiance vis-à-vis de l'expertise. Et que dans ce domaine, les médias ont probablement une très forte responsabilité. Parce que souvent, et certains médias, pas tous les médias, mais une grande partie des médias quand même, en particulier télévisuels, cherchent le buzz, cherchent à faire intervenir un rassuriste et un Cassandre, et à trouver la petite phrase et à faire en sorte que on critique les autorités sanitaires ou qu'on critique un expert scientifique, que chacun a son point de vue. Les rassuristes et la façon dont ils se sont comportés ont vraiment créé une certaine défiance. Alors, il y a une chose que je voudrais dire, c'est d'abord, les autorités de santé dans ce domaine-là font le maximum de ce qu'ils peuvent, et que c'est compliqué et que c'est difficile. J'ai été aux manettes, je peux vous dire qu'en termes de responsabilité, ce n'est pas simple. Quand on fait de l'expertise, on a besoin de l'expertise collective. Il faut qu'on arrête de sortir l'avis de tout un chacun. J'ai un avis, mon collègue a un avis, ils peuvent être différents, mais la force, c'est de faire de l'expertise collective, de trouver le consensus et de s'y tenir. C'est l'état de la science à un moment donné, et c'est ça qui permet d'aider la décision. Et je crois que c'est important qu'un gouvernement s'appuie sur une expertise collective qui est ici le conseil scientifique, voilà, et qu'il prenne sa décision. Après, on peut dire quelle est la partie démocratique là-dedans, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Et ce n'est pas sur un partage et une discussion avec un individu. Donc, sur la vaccination, on va probablement avoir les médecins rassuristes qui vont nous dire, attention, le vaccin, sur le plan individuel, vous comportez des risques. Mais aussi, on a besoin de sortir de cette épidémie-là pour retrouver une économie qui est forte et puis retrouver une certaine forme de liberté de circulation et de la liberté individuelle. Donc si on part sur une campagne de vaccination, je pense que les autorités de santé auraient intérêt à essayer d'emmener au maximum les médias avec eux pour qu'il y ait une certaine forme de consensus et qu'on puisse avancer. Et j'entendais notre ami canadien tout à l'heure disait que les Québécois ont une certaine confiance dans leurs autorités politiques et dans leurs experts scientifiques. Ce serait bien qu'on arrive à retrouver quelque chose comme ça et que les médias évitent cette espèce de forme de relativisme entre un pour, un contre, pour pouvoir faire du buzz dans ce domaine. Alors après, quand vous serez vacciné, est-ce que vous aurez l'autorisation de circuler? Je ne sais pas, mais a priori oui, parce que vous serez protégé et que vous ne serez plus contaminé. Donc a priori oui, et donc ça, peut-être que ça va attirer certains quand même, parce que la liberté de circuler, c'est quand même bien, et qu'on en a partout la tête de faire une attestation pour sortir tous les jours. Absolument. Je n'ai plus de main levée. Est-ce que François Tuffreau veut reprendre la parole? Non, merci. Non. Voilà, je pense qu'on a eu un très bon débat ce soir. Merci François Bourdillon de nous avoir permis cet échange. Question de Fabienne Empereur, non? Fabienne Empereur, est-ce qu'elle est encore là? Oui, je suis là. On la voit sur la... Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Merci.
Désolée, hein, j'arrive en bout de course. Donc Fabienne Empereur, je suis médecin de santé publique et je dirige le réseau régional de cancérologie des Pays de la Loire. Je voudrais juste remercier Monsieur Bourdillon vraiment de cette conférence hyper intéressante, pointue et avec vraiment du contenu qui est très agréable, comme vous venez de le dire, juste en ce moment où on entend tellement d'informations, de contre-informations et de désinformations. Je crois qu'on aura retenu quelque chose, en tout cas dans ces épidémies, c'est l'importance de la communication. On le savait, mais là, on en est convaincu encore plus. Et moi, j'aurais un dernier mot quand même pour sortir un tout petit peu du Covid. Et j'avais envie de savoir un peu votre point de vue sur quid de la communication autour des autres maladies que le Covid. Et bien sûr, je prêche un peu pour ma paroisse, et notamment la cancérologie. On a entendu que pendant toute la première phase, on n'a plus vu d'infarctus, on n'a plus vu d'AVC. Bon, il y a certainement des raisons aussi physiologiques, mais le cancer, malgré tout, va payer certainement un lourd tribut dans les années à venir. Actuellement, on ne s'en rend pas encore vraiment compte. Et on a des études qui commencent à sortir sur la surmortalité dans quelques années. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur des campagnes de communication qui vont sans doute, j'espère, sortir à l'échelle nationale sur les maladies chroniques et notamment sur le cancer. Alors, on entend déjà des messages. Dernièrement, on entend des messages médias sur les autres maladies, mais en cancérologie, le renoncement aux soins et surtout l'accès au dépistage a été dramatique pendant la première phase, moins pendant celle-ci, mais on espère qu'il va y avoir un rattrapage de ce côté-là. Merci beaucoup en tout cas de votre présence ce soir. Oui, Madame Empereur, c'est une vraie question et qui soucie. En matière de cancérologie, le nombre d'interventions chirurgicales pendant le premier confinement a terriblement diminué. Les activités de dépistage également. Les retards aux soins sont réels. Et j'ai eu une présentation cet après-midi d'un certain nombre d'indicateurs par d'anciens collègues de Santé publique France assez inquiétantes. Et donc, il faut absolument qu'on retrouve rapidement un équilibre pour que l'accès aux soins, la prise en charge sur ces maladies chroniques puisse être rapidement rétablie, parce que sinon, on va avoir avec retard des conséquences sur l'espérance de vie ou même la qualité de vie dans ce domaine. Donc, c'est un vrai sujet qui ne doit pas être négligé. Et là aussi, il faut, à travers une politique de responsabilisation, réamener les gens à consulter, à aller voir leur médecin, à reprendre leur traitement. Tout ne s'est pas arrêté avec le Covid et ce n'est pas parce qu'on est chez soi que l'on doit arrêter son traitement et ne plus suivre les recommandations dans ce domaine-là. Tout le monde pense Covid. Et on ne doit pas penser que Covid, il faut penser santé en général. Et c'est bien d'attirer l'attention là-dessus, parce qu'aujourd'hui, les médias sont très, très centrés dans ce domaine-là. Or, il y a beaucoup d'autres problèmes. Et alors, on a cité la cancérologie, mais on peut citer le diabète, et on peut citer aussi la santé mentale. Et les psychiatres sont en train de vraiment nous tirer la sonnette d'alarme dans ce domaine-là. Ils sont peu nombreux, ils sont souvent oubliés. Ils ne sont pas vécus comme prioritaires, mais la population est en difficulté avec cette histoire de confinement et il y aura probablement des traces, y compris chez nos plus jeunes enfants, voire adolescents pendant cette période-là. Je vous assure, moi je fais des cours en fac par Zoom depuis plusieurs semaines. Je trouve que les étudiants enfermés qui ne voient pas leurs collègues, ce n'est pas une bonne chose et qu'il va falloir vite retrouver une vie d'avant si on veut que la vie se poursuive. Il faut vivre avec, mais il faut revivre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'ai plus de main levée. Philippe, tu peux conclure s'il n'y a pas d'autres questions. Oui, ça va être assez rapide. Voilà. Il y a un bruit de micro intempestif. Juste, je vous ai entendu parler évidemment de dégâts collatéraux négatifs, ceux que vous venez d'évoquer. Il semblerait qu'il y ait quelques petits effets collatéraux plutôt positifs également, c'est-à-dire la disparition de la bronchiolite. Enfin, la disparition est un grand mot, mais la bronchiolite, les gastro-entérites, et tout ça peut peut-être aussi, je veux dire, donner confiance dans la question de l'application des mesures barrières, puisque finalement, c'est un résultat obtenu parce qu'on porte des masques et que finalement, les petites bêtes ne circulent plus aussi facilement qu'auparavant. Je ne vais pas vous demander de commenter, hein, c'est une appréciation comme ça personnelle,
Je crois je voudrais surtout vous remercier parce que vous avez une qualité pédagogique précieuse pour un public. Alors, il y avait des spécialistes ou des médecins dans l'auditoire, mais vous avez en tout cas pour les profanes une qualité pédagogique intéressante, enfin, et qui peut justement jouer un rôle dans cette reconstruction de la confiance vis-à-vis des experts, vis-à-vis des politiques. Alors même si c'est incident pour les politiques, parce que c'est un exercice difficile, comme vous l'avez expliqué, hein, à la fois au niveau des médecins eux-mêmes qui quelquefois ont eu du mal à avoir un discours homogène, et puis évidemment à des décisions prises au niveau national sur lesquelles il y a lieu de s'interroger. Mais la première partie de votre intervention donne des pistes qui, j'espère, peut-être, on verra demain, pourraient être intéressantes. Donc je vais m'arrêter là. Je vais vous remercier vraiment particulièrement pour votre intervention, votre temps et la qualité de votre intervention. Et puis, j'avais l'habitude, quand on était en présentiel, de terminer en disant bah, « faites attention en rentrant chez vous ». Là, je vais dire simplement « faites attention en retournant vers votre salon » et passez une bonne soirée. Et à bientôt pour une nouvelle séance Zoom, parce que je pense qu'on ne va encore pas sortir de cette façon de communiquer, mais on y arrive, donc c'est un bon outil. Merci à vous, Monsieur Bourdillon. Merci de m'avoir invité, c'était un plaisir.